What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up, le podcast qui bouscule vos idées reçues sur les renouvelables. Bienvenue dans ce nouvel épisode de What's Up. Aujourd'hui, on va parler de la souveraineté énergétique. Le 23 septembre dernier, à la Maison de l'UNESCO à Paris, avait lieu le colloque annuel du Syndicat des énergies renouvelables qui avait pour thème la souveraineté énergétique. C'est un sujet essentiel quand on sait que 60% de l'énergie qu'on utilise en France est importée. Ça concerne principalement le pétrole et le gaz dont on va se servir pour se déplacer ou encore se chauffer. Et ça a plein de conséquences. On l'a vu notamment à l'hiver 2022, au moment de la crise énergétique qui a résulté de la guerre en Ukraine. Nous avons profité de ce colloque pour partir à la rencontre des intervenants et des participants et parler de la souveraineté énergétique de la France, de l'Europe et des moyens d'agir que nous avons toutes et tous pour atteindre cette indépendance énergétique. Mais alors, la souveraineté énergétique, c'est quoi ? Et la souveraineté, c'est une manière de reprendre notre destin en main. Nous dit Alexandre Roche, délégué général du syndicat des énergies renouvelables. Mais pour Amandine Carrière d'EDF Power Solutions, la souveraineté énergétique, c'est aussi l'autonomie de nos outils de production d'énergie. Tandis que Nicolas Goldberg de Columbus Consulting rappelle que la souveraineté énergétique, c'est un mot valise et préfère parler de sécurité d'approvisionnement. J'aime pas trop ce mot de souveraineté, puisque tout le monde y met un petit peu ce qu'il veut. Moi, je préfère parler de sécurité d'approvisionnement. Est-ce qu'on a les volumes d'énergie nécessaires pour répondre à notre demande à des prix acceptables ? Et en cela, on a encore beaucoup de progrès à faire en France, parce qu'on dépend encore beaucoup de nations étrangères qui jouent avec notre approvisionnement pour nous faire plier sur certaines choses, pour nous menacer, pour menacer les démocraties. Et c'est en cela, selon moi, qu'on a besoin d'une transition énergétique avec des renouvelables, avec de l'électrification, de la sobriété et de l'efficacité. Marc Lafosse, président de la commission énergie marine renouvelable du CER, rappelle que c'est aussi une question de territoire et d'énergie locale. Alors la souveraineté énergétique, c'est de ne pas dépendre des autres, tout simplement. Donc de pouvoir produire son énergie sur son territoire, de pouvoir potentiellement aussi la vendre et d'en acheter le moins possible. On voit que pour certains, c'est la liberté de choisir, pour d'autres, c'est l'indépendance ou la sécurité d'approvisionnement en énergie. Pour résumer, on peut dire que c'est pouvoir décider de notre avenir énergétique sans être contraint par d'autres pays qui peuvent avoir un autre agenda que le nôtre. Et la France dans tout ça ? J'appelle ça la France, mademoiselle. On a longtemps cru qu'on était souverain grâce au nucléaire, mais... La France, elle croit depuis longtemps qu'elle est souveraine alors qu'elle ne l'est pas. Ça fait très longtemps qu'on pense que le nucléaire et l'électricité en particulier nous rend souverains, alors qu'en réalité, encore 60% de notre consommation est d'origine fossile et est importée. Donc il y a peut-être besoin de se réveiller un peu et de se rendre compte qu'on n'est pas souverain et qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir. Glaïeul Mamagani de Statkraft rappelle que la France est bien positionnée pour le solaire. C'est Solar Power Europe qui le dit, mais... Malheureusement, c'est vrai que, et depuis 2 ans, il nous manque quand même une feuille de route pour nous rassurer, pour nous projeter à long terme. Cette feuille de route, pour que les politiques et les industriels puissent se projeter, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie et elle va de pair avec la stratégie nationale bas carbone. Ces 2 feuilles de route sont nécessaires pour que soient mises en place des politiques ambitieuses pour les transitions écologiques et énergétiques. Mais... La France se réveille un peu tard. Il est l'heure de se réveiller. Sur sa sécurisation d'approvisionnement. C'est-à-dire que dans les années 70, on a bien vu que dépendre du pétrole pour faire notre électricité, c'était une mauvaise idée. Et donc c'est ça qui a permis l'essor du parc nucléaire. Le problème, c'est qu'on s'est arrêté là sur l'électricité et qu'aujourd'hui, on consomme encore 2/3 d'énergie fossile dans les transports avec l'essence et dans la production de chaleur en général avec du gaz fossile et qu'il est urgent de sortir de tout ça. Des solutions existent. Il faut maintenant arrêter avec les freins et plutôt accélérer. Nous dit Nicolas Goldberg. La consommation d'énergie évolue, notamment l'électricité. C'est une clé de la transformation du mix énergétique français. Rudy Cluzel, directeur délégué aux relations extérieures de l'Union française de l'électricité, nous dit que... Alors les producteurs ENR doivent aujourd'hui avant tout se tourner vers la demande d'électricité et donc doivent en effet être les premiers ambassadeurs de l'électrification des usages dans le bâtiment, dans la mobilité et dans l'industrie. Il faut produire au bon moment et il faut aussi pouvoir en effet s'emparer de la question de la demande d'électricité afin de substituer les énergies fossiles par l'électricité décarbonée, qu'elle soit nucléaire ou renouvelable. Mais là, on parle d'électricité, mais notre mix énergétique, ce n'est pas que ça. Et c'est ce que rappelle David Coutel, président de la commission géothermie du syndicat des énergies renouvelables. Les ENR, c'est la solution, ou plus exactement l'une des solutions, pour réussir la décarbonation et l'atténuation
vis-à-vis des enjeux du changement climatique. Et c'est à la fois les ENR, de l'électricité, de la chaleur et du froid. Et on peut se demander pourquoi elle est importante, cette souveraineté énergétique. D'abord, du point de vue du consommateur final. Olivier Jouni, vice-président renouvelable de Total Energy, rappelle que l'énergie, elle doit être à la fois décarbonée, disponible et abordable. Disponible, c'est important parce que ce que les clients veulent, c'est que quand ils ont besoin d'électricité, quand ils allument la lumière chez eux, ça puisse s'allumer. Et donc, pour qu'elle soit disponible, il y a deux choses qui sont importantes. C'est la fiabilité des réseaux. On l'a vu récemment. C'est extrêmement important de s'assurer que l'Europe soit bien interconnectée et que les réseaux soient renforcés. Et puis, il y a également tout le sujet de la flexibilité. Les outils de flexibilité, comme les batteries, doivent être là. Les investissements doivent être faits pour s'assurer que quand les énergies renouvelables ne sont pas disponibles, s'il n'y a pas de soleil, s'il n'y a pas de vent, il faut qu'il puisse y avoir des relais pour s'assurer que l'énergie sera bien disponible. Et à l'échelle de la société, elle permet de la sécurité au-delà des coûts et aussi un facteur de dynamisme, comme le rappelle Marc Lafosse, président de la Commission énergie marine renouvelable du CER. L'important, me semble-t-il, c'est la partie industrielle qui se retrouve derrière la souveraineté énergétique, c'est-à-dire produire des outils qui produisent des électrons, des éoliennes terrestres, des éoliennes offshore, des panneaux photovoltaïques sur notre territoire, s'appuyant évidemment sur une main-d'œuvre française, en créant des emplois, le maximum, et de pouvoir, avec ces électrons bas carbone, additionner également une valeur ajoutée en France avec les emplois que ça crée. Une souveraineté énergétique grâce aux énergies renouvelables, c'est avoir une énergie locale. Pour Dominique Ramard, maire de Saint-Juvat dans les Côtes-d'Armor et vice-président de la Commission énergie renouvelable à la FNCCR, être maire d'une commune rurale, c'est se rendre compte tous les jours de l'importance de produire localement. Quand on est maire d'une commune rurale comme la mienne, on se rend compte tous les jours comment c'est important de produire une alimentation locale. Pour l'énergie, c'est la même chose. Il faut produire localement pour être moins dépendant de ce qui se passe à l'extérieur du territoire, voire même à l'extérieur du pays. Et pour Emeline Spire, co-directrice Europe d'Agora Energy One 2, alors oui, à moyen terme, oui, résolument. Transition énergétique et réindustrialisation vont de pair. Et par transition énergétique, j'entends là électricité décarbonée, alors pas seulement, mais assez largement, électricité décarbonée et électrification massive des usages. C'est un point qui devient de plus en plus clair. Le futur est largement électrique pour des raisons, que ce soit des raisons physiques, d'efficacité des technologies électriques. Donc une pompe à chaleur, c'est 3 fois plus efficace qu'une chaudière à gaz. Un moteur électrique, c'est 2 à 4 fois plus efficace qu'un moteur à explosion. Donc pour des raisons physiques, pour des raisons économiques, les technologies électrifiées sont sur le cycle de vie moins chères que les technologies fossiles, et pour des raisons géopolitiques évidentes. La souveraineté, ce n'est donc pas qu'une affaire d'industriels et d'énergéticiens, c'est aussi une histoire d'emploi et de sécurité nationale. Produire localement, c'est créer de la valeur chez nous et décider comment on consomme, à quel prix et avec quels impacts pour notre société. Mais comment on peut y arriver à être indépendant énergétiquement ? Les leviers sont nombreux, sobriété, efficacité énergétique, développement massif des renouvelables, complémentarité avec le nucléaire et soutien à la recherche. C'est ce que nous explique Julie Lernos, députée de la 4e circonscription de Loire-Atlantique, et Jean-Luc Fugit, député de la 11e circonscription du Rhône et président du Conseil supérieur de l'énergie. Qui dit souveraineté énergétique, c'est être de moins dépendant des forces étrangères, particulièrement dans le contexte géopolitique qu'on connaît. Et donc les premiers piliers, c'est la sobriété et l'efficacité énergétique, c'est-à-dire réduire notre dépendance, notamment sur les transports. Le deuxième levier, c'est d'activer tout ce qui est disponible pour faire en sorte de faire émerger de manière assez massive les énergies renouvelables, c'est-à-dire dépendre de notre propre vent, du soleil, de la chaleur, et donc de faire en sorte que ces technologies-là, on dépend plus de personnes que nos propres ressources. L'objectif à atteindre, c'est quoi finalement ? C'est un défi à relever, c'est évidemment celui de la transition énergétique au service de la transition écologique, parce qu'il nous faut diminuer fortement évidemment donc les gaz à effet de serre qui impliquent toutes ces évolutions climatiques dramatiques. Et en fait, on a l'ensemble de notre énergie que l'on consomme dans ce pays qui, à 60% encore, dépend des énergies fossiles. Ça, c'est un constat et c'est très vrai. Dans un premier temps, l'urgence de l'urgence, si je peux m'exprimer ainsi,
c'est en effet la sobriété, mais c'est surtout de sortir de plus en plus de notre forte dépendance aux énergies fossiles, qui est problématique sur le plan climatique, mais qui l'est aussi sur le plan politique, parce qu'on dépend de pays qui sont instables politiquement, parfois hostiles, et parfois les deux. J'ajoute juste une insiste, puisque la thématique c'était souveraineté énergétique. Le nucléaire, certes, est décarboné, mais le nucléaire n'est pas souverain. L'uranium vient d'ailleurs, et nous sommes d'ailleurs très dépendants, notamment de la Russie avec Rosatom. Et d'autres pays peu recommandables. Et donc, quand on parle souveraineté énergétique, il faut vraiment regarder ce qu'il y a sur notre sol, et l'uranium n'en fait pas partie. Aujourd'hui, il faut aussi, dans cette grande démarche autour de la transition énergétique, que l'on pense à plus et mieux soutenir nos chercheurs. Il faut se l'avouer, on a tendance à l'oublier dans le débat politique assez souvent, de soutenir nos chercheurs. Il faut aussi penser à adapter les solutions à chaque territoire, parce que ce qui marche dans une région ne marchera pas forcément ailleurs. Pour Dominique Ramard, maire d'une commune rurale dans les Côtes-d'Armor, je pense que nos territoires peuvent produire donc des énergies. Elles sont essentiellement renouvelables, voire quasi exclusivement renouvelables. Donc que ça soit de l'éolien, du photovoltaïque au sol, sur les toitures, que ça soit du biogaz produit grâce à des méthaniseurs dans les exploitations agricoles, on voit bien que nos territoires peuvent produire ces énergies locales et elles sont renouvelables. Et l'avantage du renouvelable, c'est bien sûr que ça va produire moins de gaz à effet de serre et qu'on va en plus être les acteurs du climat et pas seulement de la transition énergétique. Et puis, il ne faut pas oublier le rôle des citoyens, des collectivités, des entreprises, des politiques. On peut toutes et tous agir, que ce soit par nos choix de consommation, la rénovation de nos logements ou encore notre implication dans des projets locaux. Mais comment faire ? Amandine Le Breton-Garnier, directrice du Pacte du pouvoir de vivre, et Arthur Gosset, réalisateur de films documentaires, nous expliquent ça. Je pense qu'il ne faut pas louper l'étape de réinformer sur pourquoi on agit. C'est-à-dire qu'on a besoin d'accélérer sur la transition écologique, on a besoin de réduire notre impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et ça, au-delà des mots, ça veut dire qu'il faut changer sa manière de consommer, de manger, de se déplacer, d'habiter. Et donc ça, c'est des choses extrêmement concrètes, mais c'est important de faire le lien entre chaque dixième de degré compte, ce qu'on entend dans les médias, et qu'est-ce que ça veut dire concrètement au quotidien. Je suis carrément d'accord avec toi, Amandine. Je pense qu'il faut que les personnes se sentent évidemment concernées par les enjeux écologiques, et qui dit concerné dit exactement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'ils sentent que ça a un intérêt pour eux, direct, sur quelque chose de très palpable. Il est bizarre, ce sol. Il est pas palpable. Soit un intérêt économique, soit un intérêt d'un point de vue sur la santé, sur la qualité de vie, au travail ou chez soi. En fait, il faut vraiment réussir à faire des ponts. Et quand on voit d'ailleurs au niveau local, les engagements, les mesures écologiques, elles sont très soutenues par les citoyens sur les politiques locales, des collectivités ou des communes. Parce que on se rend compte que c'est ultra bénéfique pour la qualité de vie sur place. Au niveau national, c'est tout de suite un petit peu plus déconnecté. On a peut-être un peu plus de mal à faire les ponts entre pourquoi est-ce qu'on crée des zones de faible émission, en fait, c'est aussi un intérêt sur le long terme pour tout le monde, pour réduire les incidents cardiovasculaires, pour avoir une meilleure biodiversité en ville. Une des façons d'agir, c'est le partage de la valeur, pour faire en sorte que tout le monde profite des retombées positives des projets d'énergie renouvelable sur un territoire. Le partage de la valeur, ça permet que ce qui est en fait dégagé comme revenu par le projet soit partagé entre tous ceux qui ont contribué ou qui vont d'une certaine manière profiter du projet. Et donc partager, c'est simplement en faire un projet collectif et un projet local à 100%, c'est-à-dire au profit également des acteurs locaux. Nous explique Dominique Ramard. Le rôle des politiques est nécessaire pour une transition écologique et énergétique. Amandine Le Breton-Garnier nous rappelle que... Il y avait une étude de Carbone 4 il y a quelques années qui montrait que, par ailleurs, la part du citoyen ou du citoyenne dans la transition, si il montait les curseurs au maximum, c'est-à-dire s'il faisait tout bien comme il faut, lui, à hauteur de ce qu'il est en capacité de faire, ce serait 25% du chemin. Et donc on voit bien qu'il en reste 75% du chemin. Et donc quand on parle de partage des responsabilités, de comment mobiliser les uns les autres pour qu'ils agissent, il faut mobiliser les entreprises. Donc Carbone 4 disait que c'est 25% supplémentaire du chemin, de l'engagement des entreprises à agir. Et puis il y a l'État qui est en charge de contribuer à organiser 50% du chemin. Et donc, c'est important que chaque citoyenne, chaque citoyen se mette à hauteur de sa responsabilité. Chacun peut agir. Mais avant l'action, il y a aussi la question de la transmission. Transmettre ces enjeux aux plus jeunes, c'est essentiel. Pour informer, Arthur Gosset pense que... Il y a déjà un besoin de former les médias
que les médias se forment, parce qu'on voit à quel point la manière dont sont traités les enjeux écologiques encore aujourd'hui dans les médias, et il suffit de repenser à cet été les canicules, et encore une fois, certains médias ont fait des progrès par rapport à la manière dont ils les traitaient ces dernières années, mais pour autant ça reste quand même très lointain de l'approche systémique dont on a besoin. Quand on parle d'une canicule, on va pas filmer des jeunes qui sont dans une fontaine à eau sur la place publique. Non, on va parler de pourquoi est-ce qu'on a une canicule en fait. Voilà, donc ça demande de former les médias, et il y a un gros travail à faire là-dessus. Mais attention, il ne faut pas attendre que toutes les solutions viennent des générations les plus jeunes. Amandine Le Breton-Garnier nous rappelle que... Moi, je suis toujours un peu aussi dubitative sur le fait de dire comment on éduque les jeunes à l'école pour que demain ils agissent. C'est quand même transmettre un niveau de responsabilité assez faramineux, au-delà du côté hyper angoissant. Je trouve ça assez injuste. En revanche, ne nous trompons pas de où sont les responsabilités relatives. Voilà, on doit avoir besoin d'une société qui organise la transition, qui donne des alternatives, qui propose des chemins, qui accompagne ceux qui peuvent moins s'engager, pour qu'on puisse passer de 25% à 100% d'engagement. Et donc les jeunes peuvent faire plein de choses. Les transitions écologiques et énergétiques, c'est donc l'affaire de toutes et tous. Pour avancer ensemble, collectivement, il faut une société qui organise, accompagne et propose des alternatives. Pour résumer tous ces échanges, la souveraineté énergétique, ce n'est pas un mythe ou un acquis, c'est un objectif à construire collectivement. Ce sont les politiques qui créent le cadre, les entreprises qui adaptent ce cadre pour le rendre réel et la société civile qui œuvre pour inclure tout le monde dans ce mouvement collectif. Pour des transitions écologiques et énergétiques ambitieuses à la hauteur des attentes des Françaises et des Français. Merci à toutes et tous d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de WhatsApp. On se retrouve très vite pour de nouvelles réponses à vos questions sur la transition énergétique. WhatsApp, le podcast qui bouscule vos idées reçues sur les renouvelables. En tout cas, j'ai tout compris.